Les nids des poules, les têtes de chats, visibles ça et là sur les chaussées de Kinshasa, vont désormais se conjuguer au passé. Kinshasa zéro trou. Le gouvernement de la République est déterminé à mettre fin aux embouteillages monstres. Le coup d'envoi a été lancé par le Premier ministre dans la commune de Kalamou. Lutte contre le coronavirus, le gouvernement a bien géré le fonds Covid. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, réagit ainsi à la publication du rapport de l'Université de New York accablant la République démocratique du Congo. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bouclé son séjour de travail aux Émirats Arabes Unis par la visite de la tour Burj Khalifa, une autre bâtisse construite par Emar, une société qui a signé le contrat pour la construction des infrastructures en République démocratique du Congo. Jean-René Lobo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bouclé sa visite de travail aux Émirats Arabes Unis ce jeudi 14 octobre 2021. C'est par l'aérodrome présidentiel de Dubaï que le chef de l'État a pris son vol retour pour Kinshasa après un séjour fructueux dans la Fédération des Émiratis. Peu avant son départ, Félix-Antoine Tshisekedi est allé visiter la tour Khalifa, l'une des plus hautes du monde. La tour Khalifa est l'œuvre du consortium Emar, le pilier de l'immobilier dans les Émirats Arabes Unis et qui a signé la plupart des gratte-ciel de Dubaï ainsi que d'Abu Dhabi. Emar figure parmi les sociétés émiraties qui ont signé les protocoles d'accord avec le gouvernement congolais, particulièrement dans les domaines des infrastructures et de l'habitat. Lors de sa visite à la tour Khalifa, le président de la République a pu admirer les prouesses technologiques et architecturales ayant concouru à l'érection de cet immeuble de 150 étages qui semble flirter avec le ciel. Pour rappel, le président Tshisekedi a séjourné dans les Émirats Arabes Unis dans le cadre d'une visite officielle au cours de laquelle il a participé au Global Business Forum Africa, l'un des événements majeurs prévus au programme de l'Expo Dubaï 2020. Désignation des nouveaux membres de la CENI, la commission paritaire mise en place à l'Assemblée nationale vient de déposer son rapport au président Christophe Mbosoko Diampouanga. La dite commission avait la mission de statuer le dossier de l'entérinement des membres de la commission électorale nationale indépendante CENI. Sylvie Moembo, Jérémy Kiaouete et Bernard Baudot. Les lignes bougent et l'on envisage le bout du tunnel dans la désignation de membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. La commission paritaire mixte mise en place par l'Assemblée nationale vient de déposer ce rapport auprès du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diampouanga. Cette commission a effectué son travail depuis le 13 août 2021 et ce travail vient de s'achever. Nous avions donc le devoir de ce moment-là, d'amener le rapport, de venir le déposer auprès du président de l'Assemblée nationale afin que celui-ci puisse programmer la plénière de l'Assemblée nationale qui devra débattre de l'entérinement des membres de la CENI. Il est évident que pour cette majorité, c'est-à-dire pour l'Union sacrée de la nation, comme pour l'ensemble des députés nationaux, notre volonté ferme reste l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. C'est notre détermination. Nous n'avons pas voulu lésiner sur les moyens. C'est aussi la volonté de notre peuple d'aller vers les élections dans les délais qu'il a prescrits au terme de la Constitution. C'est également le souci du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, que nous puissions aller aux élections dans les délais constitutionnels. Telle est la volonté de notre peuple. Telle est la volonté de l'Assemblée nationale. Tout porte à croire que les personnalités qui seront désignées feront preuve d'intégrité et d'impartialité dans l'exercice de leurs fonctions. Encore une nouvelle prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, après exposé de l'économie générale par le ministre d'État, ministre du Développement rural. La représentation nationale a adopté la proposition du dit projet de loi pour la 10e fois consécutive. Il a été transmis au Sénat pour seconde lecture. Sylvie Moembo revient dans nos prochaines éditions. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda a porté la voix de la RDC à la réunion de l'Assemblée parlementaire francophone. C'était en visioconférence. Fifi Boukemi.
Des coins éloignés de la planète, reliés par visioconférence à la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire francophone qui devrait en principe se tenir en Polynésie. La RDC a été présente à ces grands rendez-vous du monde parlementaire francophone à travers le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Marc Abound. Dans son discours inaugural, le vice-président de l'Assemblée nationale du Canada, qui occupe la présidence tournante, Francis Green, a peint les tableaux de la situation des parlements de cet espace linguistique, principalement en Afrique, où s'observent avec inquiétude des bouleversements institutionnels. Les cas de la Guinée-Conakry, du Mali, de la Tunisie et du Tchad. Ces derniers a également salué l'entrée au bureau de l'honorable Mbosso Christophe, représenté par l'honorable Kabound. La lutte contre le Covid-19, les changements climatiques, les terrorismes dans le Sahel et ailleurs, des sujets qui ont alimenté les discussions des participants. Autre sujet évoqué, c'est la situation en République centrafricaine, au Liban et en Arménie. L'Assemblée générale des ministres en charge de l'énergie du pays et des Grands Lacs préconise la réhabilitation de la centrale de Ruzizi. Les détails avec Marie Kalonga. Doter la République démocratique du Congo d'un document de politique scientifique nationale, le forum de validation de ces documents a été ouvert par le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kyenge ce jeudi 14 octobre 2021. Cette feuille de route qui permet la valorisation des sciences humaines et sociales et une recommandation des États généraux de la recherche scientifique tenue en mai 2005 à Kinshasa. L'ouverture de ces forums a connu deux temps forts, à savoir la validation du document avec l'expertise de l'UNESCO et la remise du diplôme de mérite au professeur Jean-Jacques Mouyembe pour ses recherches qui ont abouti à la mise en place du médicament contre Ebola et ses efforts dans la lutte contre la Covid-19. La recherche scientifique, autant que l'éducation, occupe une place centrale dans le programme du gouvernement, a martelé le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, qui a loué les efforts du ministre de la Recherche scientifique, José Panda, pour l'organisation de ces forums qui va aider la République démocratique du Congo à avoir une politique scientifique nationale en la matière. Sans la recherche scientifique, le développement d'une nation est une entreprise qui se conduit sans boussole. Chers messieurs, chères dames, la nation vous en saura infiniment gré. Vous souhaitons un bon travail et dans l'espoir de la production de ce document tant attendu. Le ministre de la Recherche scientifique a rendu hommage au chef de l'État et a salué les efforts fournis par ses prédécesseurs dans la conception de ces documents qui arrivent aujourd'hui à sa phase de validation. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour avoir accepté de patronner les présentes assises. Cet outil offrira un cadre de référence pour bien piloter le secteur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique en République démocratique du Congo. Il nous permettra d'être en cohérence avec les politiques nationales de développement et les engagements internationaux auxquels notre pays a souscrit. L'UNESCO, qui a assuré son appui financier et technique à cette feuille de route, accorde une attention particulière à la recherche scientifique, vecteur important de développement et d'équilibre socio-économique. Les travaux vont se dérouler en commission pendant 3 jours. Pour résoudre des problèmes des embouteillages monstres dans la ville de Kinshasa, le projet Kinshasa Zéro Trou a été lancé ce jeudi par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. L'État congolais a mis la main à la poche pour financer justement ces travaux avec comme maître d'ouvrage délégué l'Office de voirie et drainage. C'était au croisement des avenues de la Victoire et de l'Université Pati Tondouango. Améliorer la qualité de vie des Kinois dans différents secteurs, c'est le souci majeur du gouvernement Sama sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour résoudre l'épineux problème des embouteillages à travers la capitale, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a lancé ce jeudi 14 octobre 2021 le projet Kinshasa Zéro Trou, un projet du gouvernement central qui vise la réhabilitation des artères dans 4 districts de la ville-province Kinshasa.
et cela en vue de rendre la circulation fluide. Kinshasa Centrou vient en appui à d'autres projets tels que Chilengelo et Moderne Construction et va s'exécuter en 2 phases pour un coût global de 32 millions de dollars américains sur financement du Trésor public. La première phase consiste à la réhabilitation des 39 km et la seconde 46,43 km. Ces projets et la matérialisation de la vision du chef de l'État dans ce volet modernisation des infrastructures. On est là dans aussi pour répondre une fois de plus à la vision de son excellence monsieur le président de la République Félix Tshisekedi pour améliorer le quotidien des Kinois, en particulier ici et des Congolais en général, particulièrement dans la circulation routière. Si jamais on peut multiplier les axes secondaires, ça devrait aussi désengager les axes principaux. Nous encourageons le ministère des infrastructures que nous sommes venus accompagner dans ce projet, ainsi que toutes les structures qui vont œuvrer, non seulement le VD, mais aussi les autres sociétés congolaises qui vont nous accompagner dans ce projet. Alexis Guizaro, ministre d'État aux infrastructures et travaux publics, maître d'ouvrage, a rappelé que ce projet est né de l'identification par le gouvernement des causes des embouteillages et bouchons qui sont entre autres la mauvaise état de voirie de la capitale Kinshasa, miroir de la République démocratique du Congo. Dans cette manifestation du lancement du projet Kinshasa Zéro Trou est le témoignage le plus éloquent de la volonté du gouvernement de la République de mettre en œuvre la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton. Victor Toumba, directeur général de l'Office de voirie et drainage, maître d'ouvrage délégué, a présenté la fiche technique de Kinshasa Zéro Trou qui, selon lui, a respecté toutes les normes de passation de marché. Pour sa part, le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a rendu hommage au chef de l'État pour la vision et a salué la volonté du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge pour la matérialisation de ce projet qui démontre la collaboration qui existe entre l'exécutif provincial et le gouvernement central. Aussitôt les allocutions terminées, le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a lancé le projet Kinshasa Zéro Trou qui vise entre autres à revêtir la capitale Kinshasa de sa belle robe datant. C'était au croisement des avenues de la Victoire et de l'Université. One Place, One Gender Team, ce cadre de concertation regroupant les agences du système des Nations Unies et représentations diplomatiques en République démocratique du Congo qui ont en commun les genders, ont eu une invitée d'honneur, la très distinguée première dame devant les partenaires. Denise Nyakeru Tshisekedi a saisi cette occasion pour présenter sa vision sur l'importance de l'éducation de la jeune fille congolaise. Neisha Kelamouela et Charmant Lelo. Représentante spéciale des premières femmes ici en RDC. Et moi-même en tant que co-président représentant les bailleurs de fonds. Les présentations d'usage terminées, One Plus One Gender Team est en face de la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi. La réunion est une occasion pour la présidente de la fondation DNT de s'étendre sur son action en faveur du genre. Face aux acteurs majeurs en biais multilatéral, la conjonction d'efforts peut aider à l'efficacité, à l'efficience et à multiplier le nombre des bénéficiaires. Denise Nyakeru Tshisekedi a mis en place 4 axes d'intervention parmi lesquels le gender. Éduquer une fille, c'est déjà la mettre à l'abri du phénomène mère-fille et grossesse précoce. Une fille privée d'école, 3 filles sur 10 mettons, avant l'âge de 18 ans, c'est une fille qui sera en principe mariée très jeune et qui deviendra mère aussi très jeune. Si une jeune fille est éduquée, qui a le savoir, la compétence, la confiance en soi et surtout les capacités, cette fille peut aller de l'avant et aller loin dans sa vie. La présidente de la fondation, Denise Nyakeru Tshisekedi, a développé, disons-le, en terre fertile, un discours prémoniteur. La première dame, elle a choisi de nous parler d'éducation de la jeune fille. Nous avons estimé que l'éducation de la jeune fille est peut-être le thème le plus structurant et le thème qui permet de regrouper toutes les préoccupations sur lesquelles nous travaillons. Et nous avons donc reçu les informations qu'elle a bien voulu partager avec nous. Pendant la discussion, pendant l'échange, il y a eu
plusieurs propositions de rencontres, d'entretien, de suivi pour suivre justement cet échange aujourd'hui. Il y a eu même des propositions de visite sur terrain et je suis sûr qu'il y aura plusieurs entretiens, plusieurs échanges aussi au niveau bilatéral après cette réunion d'aujourd'hui. One+One Gender Team peut compter sur la détermination de la première dame de la République pour une mise en commun des interventions afin de donner plus de chances de réussite au gender en République démocratique du Congo. Naufrage dans la Mongala, quel est le bilan? Une délégation du gouvernement séjourne dans cette partie du pays pour en avoir le cœur net. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, donne des précisions au cours du point de presse tenu en marge de la semaine congolaise du tourisme à Kolwezi. Suivez cet extrait choisi par Jessica Basseli. Sur le Covid, c'est regrettable parce que je crois que depuis que nous sommes arrivés à la tête du ministère de la Communication, nous avons fait le choix de la transparence dans la communication. J'aurais voulu que ceux qui ont rédigé ces rapports, le groupe d'études sur les Congos, nous contactent comme ils ont fait par les passés sur le rapport Ebola. Je crois que nous aurions été disponibles à leur donner des informations qui leur permettraient d'étayer leur rapport. Au moment où on parle, je parle sous le contrôle de la ministre de la Justice, il y a une procédure en cours contre le ministre de la Santé qui avait en charge cette question. Alors de quoi on veut nous parler? Nous avons des faiblesses de notre système de santé, c'est connu, nous l'avons reconnu, et nous travaillons suivant la vision du président de la République pour créer un système de santé fort. On parle de couverture universelle, nous sommes assez avancés sur le sujet, mais ici, moi je voudrais quand même rappeler un certain nombre de choses. Lorsque la pandémie arrive en mars 2020, le président de la République décrète l'état d'urgence. Ici, le président de la République a fait le choix d'être lui-même sur le front de la lutte contre cette pandémie. Parce qu'il n'y avait pas des schémas classiques. Et dans les schémas de la lutte qui avaient été mis en place, il y a une seule règle qui a été suivie. Celle d'écouter les experts. Et vous devez savoir que l'accès aux soins de santé Covid est gratuit. Et donc nous, comme gouvernement, on n'a pas besoin d'être distrait, parce que comme nous avons fait le choix de la transparence et de la responsabilité, vous savez, avec le président de la République, comme le Premier ministre, on ne badine pas avec le fonds public. Je vous épargne des exemples, je ne voudrais pas vous parler de l'IGF, mais parce que nous-mêmes, nous documentons, nous voyons, là où il y a des erreurs, on les corrige. Et donc nous considérons que pour ce qui concerne la riposte contre la pandémie à Covid-19, nous avons fait notre devoir, nous avons fait notre travail, et que s'il y a des choses qu'il faut redire sur comment la riposte a été organisée, on va le faire parce qu'on fait des évaluations régulières. S'il y a des conséquences qu'il faut tirer, nous tirerons. Justement, le gouvernement de la République est responsable. Le fonds alloué pour lutter contre le coronavirus a été bien géré. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, vous l'avez suivi, il réagit au rapport du groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York qui charge la République démocratique du Congo. Revenons à Kinshasa. La bonne gouvernance est indispensable pour le développement durable. Bien, le Conseil économique et social et le PNUD parlent le même langage au cours d'un atelier interinstitutionnel. Les deux parties évoquent le profil de la gouvernance vertueuse en République démocratique du Congo et le président Jean-Pierre Kiwakana du Conseil économique et social épouse cette logique. Anim Balaka. Dans son discours, le président du Conseil économique et social Jean-Pierre Kiwakana encourage les pratiques de la bonne gouvernance fondées sur l'affermissement de l'état des droits, l'amélioration de la gestion des affaires du pays, l'efficience du mode de gestion des finances publiques et le développement du secteur privé dans un environnement incitatif. La gouvernance, loin d'être une sanction, est une nécessité nationale visant à rechercher l'efficacité de l'action gouvernementale. Nous invitons donc les participants à cet atelier à soutenir la mise en place de l'Observatoire de bonne gouvernance, cadre qui guidera
le pays dans sa marche vers un mode de gestion qui lui permettra de reprendre sa position de géant au centre de l'Afrique, tout en assurant à tous les citoyens un accès satisfaisant aux services de base et une qualité de vie en cohérence avec ses richesses naturelles. Pour Jean-Pierre Kiwakana, la bonne gouvernance est indispensable pour le développement durable. La confiance entre les citoyens et leurs gouvernants repose sur une utilisation transparente des ressources publiques. C'est aussi un moyen de mieux cibler les dépenses de l'État et de les rendre plus efficaces. Tout le monde doit donc se sentir concerné. La gouvernance est aussi et surtout une question de volonté politique. La politique doit redevenir un mandat que l'on sollicite pour rendre service à sa population et être utile au développement de son pays. La bonne gouvernance est enfin une obligation de rendre compte et une répartition plus juste des fruits de la croissance. Pour plus de traçabilité à travers le logiciel Sidonia World dans le dédouanement des marchandises à l'importation, spécifiquement les matières qui concernent le Fonds national d'entretien routier, eh bien la DGDA a organisé un atelier de formation du personnel FONER. Cédric Enina. Axés sur les logiciels Sidonia World, ces assises de 10 jours vont permettre aux participants essentiellement du Fonds national d'entretien routier FONER d'en comprendre le fonctionnement. Bref, d'accéder aux informations partout et en temps réel. Le directeur général des douanes et axes, Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi, a appelé les participants à plus d'applications avant d'expliquer les bien fondés de ces logiciels. Étant donné que nous devons échanger des informations en temps réel, c'est-à-dire permettre qu'il y ait la traçabilité de toutes les opérations et éviter des cas de détournement et même des cas de transgression des données qui font l'objet du dédouanement. Alors, nous avons estimé le désir de renforcer notre protocole d'accord, qui est celui d'échanger des informations en temps réel et de pouvoir percevoir pour la douane les droits et taxes dus au FONER, les mettre en pratique à partir du Sidonia qui devient aujourd'hui l'outil capital pour la perception des droits et taxes et toutes les autres redevances au niveau de nos frontières. L'utilisation des Sidonia World s'intègre parfaitement dans le suivi des encaissements, la collecte et exploitation des statistiques mises à la consommation, produits pétroliers, la tenue des pièces comptables et les suivis des cas de figure des travaux d'entretien en province. La sucrerie de Kivu en pleine asphyxie, elle fait recours à l'autorité de tutelle pour une bouffée d'oxygène. Son comité de gestion séjourne à Kinshasa. Il a exposé le problème à la ministre d'État, ministre du portefeuille, Adel Kainda, qui a promis tout son appui pour la relance effective de cette entreprise. Angèle Mabia-Landou et Elie Toumba. Près de 25 ans d'inactivité, la sucrerie du Kivu, ex-sucrerie d'Equiliba, a produit le samedi 20 mars 2021 son premier sac de sucre issu de ses propres cannes à sucre. Cette usine de sucre, la première à l'est de la RDC, est située dans la plaine des Ruzizi, en territoire d'Uvira, au sud Kivu. Selon certains responsables, jusqu'à ces jours, suite aux pluies diluviennes qui ont causé des dégâts matériels, les plantations faciliteront cette première production. Pour eux, c'est terminé l'exportation du sucre des pays voisins. Cependant, la réalisation de ces projets d'investissement a rencontré plusieurs difficultés. L'échange qu'on a eu avec le ministre, c'est aussi pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous allons faire aboutir les projets, mais aussi faire l'extension et de l'usine et des plantations. L'actionnaire unique a promis de s'y mettre afin que les agents et cadres de la sucrerie de Kivu travaillent dans la sérénité. L'État, actionnaire unique, va s'y mettre avec mes collègues ministres dans leur secteur respectif pour que nous puissions nous investir, que réellement vous puissiez travailler dans la sérénité. Autre difficulté, c'est l'évacuation de produits vu la détérioration des infrastructures routières. La princesse Adel Kainda Maïna a promis d'en faire part au Conseil des ministres. Les médicaments contrefaits en circulation et la délivrance illégale des documents pour l'ouverture des pharmacies en République démocratique du Congo, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de la RDC en a discuté avec la vice-ministre de la Santé Véronique Kilumba. Georges Frédéric Ndibou.
La problématique des médicaments contrefaits en circulation et l'inégalité dans le processus d'autorisation d'ouverture des officines pharmaceutiques en RDC ont fait l'objet d'un entretien entre la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène, Madame Véronique Kilumba Nkolo, et la nouvelle équipe dirigeante du Conseil national de l'Ordre de pharmaciens de la RDC, CENOP. Conduit par son président Panzou Glory, le nouveau conseil de pharmaciens de la RDC est venu présenter ses civilités et signifier à l'autorité des tutelles la mission que l'État congolais lui a confiée, à savoir... Ce que vous pouvez attendre de vous, c'est la mission que l'État congolais nous a confiée, celle de défendre l'honneur de la profession de pharmacien et de permettre aux pharmaciens congolais d'exercer leur profession en toute indépendance. Il y a des actions que nous allons mener pour pouvoir aider notre ministère qui est celui de la santé à atteindre son objectif de garantir la santé de la population par des mesures ou des décisions qui seront prises incessamment. Alors que le texte définit clairement que seul le ministère de la Santé a dans ses attributions la compétence d'autoriser les ouvertures des pharmacies sur toute l'étendue du territoire national. La vice-ministre de la Santé a fait savoir à ses interlocuteurs que tous ceux qui accordent... Vous êtes jeune et vous avez un projet d'entrepreneuriat dans l'agro-business et sachez que vous avez un partenaire de taille dans le financement des plans d'affaires bancables des jeunes dans ce secteur. PEJAB et Equity BCDC veulent vous accompagner dans cette aventure. C'est dans cette logique qu'ils ont scellé un partenariat pour financer justement les jeunes désireux de venir dans l'agriculture. Bebete Ingali Samba et Jir Kabamba. C'est un pas de plus dans la matérialisation du projet de l'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et agro-business. PEJAB et Equity BCDC s'engagent à accompagner les jeunes dans la création des emplois. La signature de conventions de partenariat consacre ainsi le volet financement qui est le deuxième pilier de stratégie d'action de ce projet du gouvernement congolais. Un nouveau modèle innovant de financement au profit des jeunes entrepreneurs. Pour le coordonnateur Arthur Mampouya, le PEJAB a négocié un mécanisme de prévention, de partage et de gestion des risques avec les institutions partenaires en vue de couvrir les risques constitués par des défauts ou l'absence de garantie. Cette vision rejoint celle que Equity BCDC veut accomplir dans le secteur agricole, un secteur pourvoyeur d'emplois. Pour son directeur général adjoint, ces jeunes ont besoin d'encadrement, de coaching, mais surtout de financement. En tant que banque, nous voulons vraiment profiter de cette occasion pour saluer l'initiative du ministère de l'Agriculture pour l'encadrement et la matérialisation de ce projet. Cette cérémonie marque ainsi un tournant décisif du PEJAB. 3 ans après son lancement, le ministère de l'Agriculture est appelé à assurer le suivi de ce partenariat. Un nouvel ouvrage fait son entrée dans nos bibliothèques et intitulé « L'école congolaise, héritage et défis ». Son auteur Kamil Sessep Sial, professeur ordinaire à l'université de Kinshasa, fait un état des lieux du système éducatif congolais dans son ensemble. L'ouvrage a été porté sur le fonds baptismaux par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moindo Nzangi, au centre wallonné Bruxelles de Kinshasa. Papi Mbongo, Nicole Sessep Loka et Lisette Mojinga. À travers ce vernissage, je mets le vœu que cette publication soit achetée et lue. L'école congolaise, héritage et défis, un ouvrage de 449 pages est le fruit de plusieurs analyses sur le système éducatif congolais depuis l'époque coloniale à nos jours. Pour son auteur, Kamil Sessep Sial, professeur ordinaire à l'université de Kinshasa, bâtir l'expérience d'une nouvelle école dans une nouvelle société congolaise où il fait beau vivre, l'exigence est aujourd'hui d'autant plus urgente et incontournable malgré la croissance remarquable de l'offre de l'éducation et du produit de l'école. Malgré l'existence d'un arsenal de mesures en faveur de l'éducation de la jeunesse, les modèles scolaires hérités de la colonisation accusent un déficit indéniable et les
l'État congolais, principal partenaire éducatif, voit les rêves de toute une nation brisés jour après jour par un faisceau de paradoxes et des contradictions internes. Voilà pourquoi il faut réinventer l'école en République démocratique du Congo. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a salué la publication de cet ouvrage qui tombe à point nommé car il faut un état des lieux du système éducatif congolais depuis la maternelle à l'université. Ce livre est dédié à Ryan, un petit garçon de 10 ans, ainsi qu'aux enfants congolais de son âge. Pour les professeurs Hippolyte Mimbu et Émile Bongeli, l'école congolaise Héritage et Défis du professeur Camille Sessebsial est un outil de travail par excellence pour les chefs d'établissement ainsi que tous les partenaires éducatifs. Le CULPAC a honoré à titre posthume Marie-Antoinette Mobutu et la sœur Emmanuelle de la congrégation des sœurs des pauvres pour leurs œuvres en faveur des pauvres en République démocratique du Congo. Les détails avec David Mobenga. 2 figures de proue ont été honorées à titre posthume ce jeudi 14 octobre 2021 pour leurs œuvres caritatives en faveur des pauvres. Il s'agit de Madame Marie-Antoinette Mobutu Biatebois et la sœur Emmanuelle de la congrégation des sœurs des pauvres. C'était au cours de la journée mémorable de la paix pour tous, organisée par le Conseil universel pour la paix des nations et continents CULPAC en sigle, dans le cadre des résolutions de la conférence universelle pour la paix tenue du 5 au 6 septembre 2018 au Parlement européen à Bruxelles. Ces illustres personnalités ont été immortalisées après avoir été élevées en dignité par CULPAC le 22 octobre 1995 pour Marie-Antoinette Mobutu et le 8 octobre 2004 pour la sœur Emmanuelle. Au cours de cette cérémonie, le directeur général du CULPAC, Daniel Santubiko, a exhorté l'assistance à faire du bien, car le bienfait n'est jamais perdu, a-t-il ajouté. Il a saisi cette opportunité pour féliciter la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi pour les travaux de réhabilitation du centre féminin Maman Mobutu de Limete. Le représentant de la famille de Marie-Antoinette Mobutu a rappelé les souvenirs de cette ex-première dame d'heureuse mémoire. Quant à la représentante de la congrégation des sœurs des pauvres, elle a évoqué la mémoire de celle qui a consacré sa vie aux personnes défavorisées, humiliées et affligées. Et pour finir, ce communiqué de la Société nationale d'électricité SNEL, département de distribution de Kinshasa, qui informait son aimable clientèle que suite aux travaux prévus à la sous-station limitée, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce vendredi 15 octobre 2021 de 7h à 20h dans certains quartiers de communes ci-après, Lemba, Limité, Matete, Kisanso et Ngaba. Toutefois, le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin. Pour toute information utile, nos centres de vente et services ainsi que le call center 177 188 sont à la disposition de la clientèle. La SNEL SA présente ses excuses pour ce désagrément. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous qui suivez à Kolwezi dans le Lualaba. Vous qui suivez à travers le satellite, vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Serge Merlin Mata. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Bonsoir.